Bonjour Isabelle Saporta. Bonjour. Un grand sommet pour le climat se tient aujourd'hui à New York, à l'ONU. Vous dites quoi? C'est encore un grand raout qui ne va pas servir à grand chose? Ou alors au contraire, ça peut déboucher sur quelque chose d'utile? Bon, alors écoutez, on peut qu'espérer que ça débouche sur quelque chose d'utile. Mais enfin, c'est vrai que force est de constater que ces grands-messes, en fait, à chaque fois, on se promet tout. On se tape dans le dos en disant que c'est plus possible, qu'il faut absolument, que c'est le combat de demain. Et à chaque fois, finalement, ça accouche d'une souris. Donc, si vous voulez, moi, j'espère de tout cœur que cette fois-ci, ça va marcher. Mais enfin, regardez les accords de Paris. Aussitôt, nous nous étions réjouis en se disant « Ah, c'est extraordinaire, enfin !» Je veux dire, rappelez-vous, Laurent Fabius en larmes. « Ça y est, les choses vont bouger, ça y est, il va se passer quelque chose. » Et finalement, voilà, personne ne les respecte, pas même nous, pas même la France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ou de différent pour que ça puisse fonctionner? Moi, je vais vous dire un truc, il faut que l'argent suive, entre guillemets. Si vous voulez, vous vous souvenez des dernières études qui étaient sorties sur les Big Five, enfin les plus gros pétroliers. Au fond, aujourd'hui, on dépense 110 milliards pour chercher des énergies polluantes et un peu moins de 4 milliards pour faire des énergies renouvelables. C'est-à-dire que, si vous voulez, demain, si on veut que ça change, il faut entièrement changer le logiciel. Mais nous, en premier. Voilà, on a mis encore beaucoup d'argent, on a financé, on a soutenu Total avec cette usine, cette bioraffinerie d'huile de palme à la Med. On est encore dans des vieux circuits pour ce qui est de l'agriculture. On voit bien que, regardez, souvenez-vous, quand Emmanuel Macron, justement au moment des feux en Amazonie, faisait la leçon à Jair Bolsonaro en disant « C'est incroyable, c'est plus possible ». Oui, mais d'accord, mais qui a besoin de ce soja pour nourrir nos bêtes? Nous, les agriculteurs européens. Donc, il y a un moment, si vous voulez, il va falloir changer. C'est plus facile de faire des grands-messes en se promettant tout, que de changer le logiciel et d'agir. Voilà, pour le moment, on fait des grands-messes et on se rassure, c'est tout. Alors, à ces grands-messes, à New York, il y aura bien sûr des chefs d'État et de gouvernement. Il y aura aussi beaucoup d'entreprises. L'ONU les associe de plus en plus à ces travaux sur le climat. Vous dites quoi? Mais oui. Ils sont là pour faire du lobbying, ils vont tout faire capoter? Ou au contraire, effectivement, les entreprises font partie de la solution? Ah mais bien sûr, non mais moi, si vous voulez, le truc qui pense qu'on va être écolo sans les agriculteurs, sans les entrepreneurs, ça n'existera jamais. Mais pourtant, il y a une certaine tradition d'une certaine écologie politique qui dit non, surtout on ne parle pas avec ces gens-là. Alors moi, je pense que c'est une erreur. Moi, je pense que la solution, elle viendra de la société civile et qu'elle ne se fera pas contre. Elle ne se fera pas contre les agriculteurs, elle ne se fera pas contre les industries. Regardez quand on voit finalement ce qui va se faire à Dunkerque avec l'éolien offshore. Mais c'est magnifique ça. Ce sont des belles industries. Je veux dire, on se rend compte aujourd'hui, ça va être 44 € du kilowattheure, c'est ça, contre plus de 120 pour l'EPR, donc le nucléaire. Mais ça, ce sont des industries. Donc on ne fera pas contre les industries, on fera avec elles, ça c'est évident. Par contre, il va falloir y aller franchement et taper du poing sur la table parce que la pollution atmosphérique, par exemple, ce sont énormément aussi les constructeurs automobiles. Et là, jusqu'à présent, on a eu, pour parodier, plagier en tout cas Mélenchon, des pudeurs de gazelle. On n'a pas été capable de dire non mais ça c'est plus possible. Ils ont fait des logiciels truqueurs, ils continuent à polluer. Vous vous souvenez le dernier rapport là sur les derniers diesels qui polluent 6 fois plus que ce qu'ils avaient annoncé. Donc oui, il faut qu'ils soient autour de la table, mais il ne faut pas non plus être candide. Sans être naïf. Voilà, tout à fait. Vendredi, avec les lycéens, et puis samedi, de façon plus générale, vous y étiez. D'ailleurs, il y a eu des marches, des mobilisations pour le climat. En France, elles ont réuni quelques dizaines de milliers de personnes, mais beaucoup moins qu'en Allemagne ou qu'en Australie, par exemple. Vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Moi, je vois surtout le drame qu'a été, entre guillemets, la manifestation de samedi. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez raison de souligner que partout, ces manifestations se sont très bien passées et elles ont drainé énormément de monde. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment il est possible qu'avec un dispositif policier de 7500 personnes, moi j'étais aux 2 manifestations, on arrive encore à laisser s'infiltrer des Black Blocs qui sont là, pardonnez-moi, mais juste pour foutre le bordel. Et ça, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Je ne sais pas, mais si vous voulez, moi j'y étais. Et les mecs, tu les vois passer, ils ont un casque sur la tête, ils sont habillés tout en noir, ils ont déjà le masque. Comment se fait-il qu'ils arrivent à s'infiltrer partout? Il y avait 7500 représentants de nos forces de l'ordre. Comment c'est possible ça? Non, mais moi je pense qu'aujourd'hui on a une vraie problématique là-dessus. C'est-à-dire que c'était très angoissant. Moi j'étais dedans, il y avait d'un côté effectivement ces Black Blocs qui cherchaient la castagne, qui avaient un discours anti-flic insupportable. Ça explique ce succès en demi-teinte en termes d'effet
effectif de nombre de participants? Moi, je crois que les gens ont la trouille, oui. Moi, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui m'ont dit j'irai pas parce que c'est le week-end, j'ai envie d'y être avec mes enfants et j'ai la trouille d'y aller avec mes enfants. Et je peux pas leur donner tort, hein, parce que pour m'être retrouvée, si vous voulez, entre les CRS et les Black Blocs, pris dans les lacrymos et tout ça, t'as pas envie d'être avec ta petite fille ou ton petit garçon à ce moment-là, hein, du tout. Hein. Ça sert à quoi ce genre de marche? Ça peut servir à quoi? Voilà, c'est aussi un symbole, c'est un signe. Au fond, vous avez raison, ça ne sert à rien, si ce n'est à dire à nos représentants politiques que nous sommes là et que nous avons envie que ça change. Mais effectivement, si vous voulez, je suis d'accord avec vous, il faut mieux que demain tous les industriels se disent « Oh là là, ça va être extraordinaire, je vais faire de l'éolien offshore, je vais changer mon modèle d'agriculture, etc. » que nous de marcher, ça c'est sûr. Hein. Vous êtes donc candidate à la mairie de Paris en ticket avec Gaspard Ganzer. Il y a un paradoxe dans votre campagne. Vous avez sans doute formulé la seule proposition qu'on ait retenue jusqu'ici, celle de la suppression du périphérique. Et pourtant, vous êtes aussi très présent médiatiquement et pourtant, dans les sondages, vous êtes à 1%. Ouais. Comment vous expliquez ce paradoxe? D'abord, on a une marge de progression inouïe. À 1% ne peut que progresser. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Voilà. Non, mais moi, je vais vous dire, moi, j'entends les sondages et je les prends en compte. Hein. Il faut rester à sa place, comme dirait l'autre. Mais je pense que la campagne, c'est beaucoup plus que ça. Ça va être du terrain, ça va être de rencontrer les Parisiennes et les Parisiens. Ça va être de proposer... Donc on n'est pas vraiment rentré dedans encore? Non, je pense qu'on n'est pas vraiment rentré dedans encore et je pense qu'on est là pour le moment un petit peu sur le bal des prétendants avec des personnalités médiatiques très fortes et beaucoup plus fortes que nous aussi. Hein. Voilà, Cédric Villani, Griveaux, qui sont en plus dans une bataille fratricide. Donc ça, c'est quand même Dallas, c'est super. Mais moi, vous savez... Si j'étais venue pour avoir un poste, je ne serais pas allée là. Hein. Là, moi, je suis venue pour faire une campagne de terrain. Je suis venue comme une mère de famille. Je suis venue, en fait, pour porter quelques idées fortes que je veux absolument... Je veux qu'elles soient mises en place. Mais si ce n'est pas par nous, ce sera par d'autres. Si vous voulez, l'idée de mettre en place des cantines bio, et pas bio venu de nulle part, hein, de retravailler effectivement à ce qu'il y ait un tissu territorial qui fasse vivre nos paysans. Vous avez vu le film d'Édouard Bergeon sur... il faut absolument aller le voir, sur le suicide de son père paysan. Si vous voulez, moi je pense qu'il faut que la cantine de Paris soit le moyen de réimplanter des agriculteurs un petit peu partout dans le Grand Paris et dans toute une couronne autour de Paris, de les contractualiser pour qu'ils vivent bien, pour que nos enfants mangent bien. Et ça, je vais œuvrer à le mettre en place, je peux vous dire. Mais à un moment ou un autre, il faudra vous rassembler avec d'autres. Qu'est-ce qui comptera le plus à ce moment-là? Les propositions sur l'environnement, la possibilité de faire tomber Anne Hidalgo, sur quels critères vous allez décider ça? Moi, je pense que l'idée de faire tomber tout sauf Hidalgo, que j'entends beaucoup, c'est pas une bonne idée en fait. La question, elle n'est pas de faire tomber cette femme. La question, elle est de proposer autre chose. Oui, il faut se retrouver sur des idées. Donc si elle pouvait se rallier, par exemple, à certaines de vos propositions, de toute façon, moi la question, ce ne sera pas de se rallier ou d'avoir un poste à la fin. Si vous voulez, moi, de toute façon, si Hidalgo est en place et reste en place, qu'elle reste en place. Le problème, il sera que Hidalgo fasse enfin une politique écolo, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant. C'est-à-dire effectivement qu'elle, voilà, vous voyez, dans le 18e, il y a Sodexo qui est en place et qui fait la cantine pour les 14 000 gamins du 18e. Le plateau est plus cher que partout dans tout Paris et la nourriture n'est pas bonne. Vous savez, c'est très important ça, hein, où il y a une étude qui vient de sortir qui montre que le sucre, et dans toute la bouffe industrielle il y en a, c'est une drogue plus addictive encore que la cocaïne. Donc moi, si vous voulez, si Anne Hidalgo à la fin, elle décide qu'il n'y aura plus de Sodexo, il n'y aura plus de Sogérès en Paris, qu'elle va reprendre notre plan sur une agriculture, respectueuse de l'environnement, et ça l'aidera aussi puisque vous savez, l'eau, elle est remunicipalisée à Paris. Donc si on a des agriculteurs bio sur chacun des captages d'eau, ça nous coûtera beaucoup moins cher aussi en dépollution. Si elle reprend cette idée, moi, c'est pas la question de mon poste, il n'est pas question d'Isabelle Saporta, là-dedans, on s'en fout d'Isabelle Saporta. La question, c'est ce qu'elle va faire. Si demain, il y a un petit peu des espaces verts partout dans Paris, on aura gagné. On a connu une canicule terrible cet été. Vous étiez dedans, j'étais dedans, nos enfants étaient dedans. Voilà, on ne peut pas continuer dans une ville qui soit aussi, qui soit du béton, du bitume et qu'il n'y ait aucun espace vert. Il faut repenser un petit peu cette ville et qu'elle devienne enfin la belle capitale qu'elle devrait être. Dans le Parisien, hier, le candidat Europe Écologie Les Verts, qui fait partie de la majorité sortante d'Anne Hidalgo, il dit que votre liste, c'est déjà de l'histoire ancienne. Ouais, c'était pas gentil, hein? Non, pas trop. C'était pas très gentil. Écoutez, moi, j'entends les vacheries et je trouve que c'est de la petite politique, c'est un peu old school. Votre combat, c'est l'écologie et vous êtes
pour le moment face à Europe Écologie Les Verts, qui, dans ce fonds de commerce, pour utiliser une expression désagréable, mais en tout cas, c'est la raison d'être, on va dire. Oui, mais moi, j'ai été très étonnée parce que, si vous voulez, David Béliard, il a dit qu'il était contre nous parce qu'on voulait supprimer le périphérique et donc créer 140 hectares potentiellement d'espaces verts. Bon, venant d'un vert, je trouve ça bizarre. Moi, il y a un autre truc aussi que je ne partage pas avec lui, c'est que moi, j'arrive pas à me résoudre à ce qu'à Paris, on ait en gros 330 000 étudiants et 19 000 logements pour étudiants. Donc, il dit, il ne faudra rien construire à Paris. Oui, mais alors si tu ne construis pas à Paris, tu fais quoi du David Béliard qui arrivera demain ? Tu le mets où, le David Béliard qui arrivera demain, si tu ne crées pas de logement étudiant? Je veux dire, ça veut dire que tu fermes la porte derrière toi. Est-ce qu'on veut de ce Paris? Moi, je suis écolo, mais je ne veux pas d'un Paris sépia. C'est un Paris verrouillé. Mais oui, c'est un Paris verrouillé, c'est un Paris sépia, c'est un Paris d'Amélie Poulain. Paris, ça doit être des gestes architecturaux, ça doit être des tours, n'en déplaise aux écolos. Et oui, il faudra densifier Paris. Parce que je suis désolée, si tu ne densifies pas Paris, alors tu as de l'étalement urbain, c'est-à-dire que tout ce dont on se plaint aujourd'hui, c'est-à-dire que nos campagnes soient mises par des centres commerciaux abjects, qui est l'équivalent d'un département qui disparaissent sous le bitume tous les 7 à 10 ans, eh ben, alors tu peux pas à la fois refuser ça et refuser la densification des métropoles. Ça peut pas, c'est pas possible en fait. Supprimer le périph', c'est évidemment dire que la voiture est un problème en matière de CO2 puis en matière de particules fines. Mais voilà qu'on apprend que l'endroit le plus pollué de Paris, c'est le métro. Ah oui. On s'en sort pas ? Écoutez, moi, je trouve très bien qu'Anne Hidalgo ait enfin mis le sujet sur la table. Mais ça fait quand même longtemps qu'on le sait, ça. Je veux dire, il y avait eu des plaintes de la CFDT, notamment RATP, qui avait dit c'est plus possible, on ne peut pas vivre, nous, conducteurs de métro, toute la journée dans un endroit super pollué. Bien sûr, il y a des solutions. Londres et New York les mettent en place. Il faut un système de ventilation. Alors, vous savez, nous ne sommes que contributeurs, deuxième contributeur pour la RATP, Paris. Hein, c'est la région qui a ces manettes. Mais en tout cas, on peut taper du poing sur la table et dire c'est plus possible. Et moi, je suis très contente qu'Anne Hidalgo se rende compte, au bout de 19 ans quasiment qu'elle est à Paris, que le métro est pollué, mais enfin, on le sait depuis très longtemps. Elle nous sort les cartes de la pollution de Paris en disant il y a 330 bouches de métro hyper polluées, pas de chance, c'est toujours dans les quartiers populaires que c'est le plus pollué. Mais pardon, mais là, il faut quand même... On dirait qu'elle n'est pas aux manettes depuis presque 20 ans, quoi. Bien sûr qu'il va falloir agir. Pour les conducteurs, pour nos concitoyens qui sont dans le métro. Moi, je prends le métro tous les jours. Nos enfants prennent le métro tous les jours. Donc, on ne peut pas à la fois, vous avez raison, dire la bagnole, c'est plus possible, et nous confiner dans un espace où c'est pollué. Il va bien sûr qu'il faut agir. Et on connaît les solutions et on n'a rien fait jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les a pas mises en œuvre? Ça coûte de l'argent. Vous savez, c'est toujours le dieu pognon. Hein, pardonnez-moi d'être un peu trivial. Ça coûte de l'argent, il faut faire. Et c'est toujours plus facile de faire de la com et de se balader comme elle le fait partout dans toutes les métropoles en se prenant pour la patronne de l'ONU que de s'occuper de sa ville. Et quand elle a commencé son mandat, on était censé avoir des Vélib merveilleux, des Sea Bubble partout, les taxis sur la mer et des Autolib électriques. On n'a plus d'Autolib, on a un procès qui va nous tomber sur la tronche avec Bolloré qui nous demande des millions. Le Vélib, on a 2 fois moins d'abonnés que quand elle est arrivée, donc c'est un fiasco total. L'Autolib, donc elle l'a foutu en l'air, et le Sea Bubble, c'est encore en expérimentation. Donc, si vous voulez, moi, je suis désolée, on nous a promis un monde merveilleux de vélos et d'électricité. On se retrouve avec des trottinettes cassées et des vélos pourris. Donc, c'est un peu une catastrophe, quand même, faut dire les choses. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.